Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 de la pause cinéma. Je suis Andy Mortier et je suis avec Étienne Toutin Salut. et Jonas Besnier. Salut. Et du coup, exceptionnellement, Jonas n'est pas là. Donc voilà, on sera seulement que deux pour cet épisode-là. Ce qui n'empêchera pas qu'on a beaucoup d'actu. Ouais, quand même 4 films. 4 films, plus pas mal d'actualité et un film à thème que je suis très impatient qu'on en Ouais, parle ouais, et de le faire ouais. découvrir parce qu'il est pas assez connu en France. Je fais une petite story d'ailleurs sur la pause cinéma. C'est vrai, ouais. Ouais. Avez-vous reconnu le film? Ouais, parce que j'ai mis une image, un indice, c'est l'image de la maison, du coup. Ah ouais. Mais j'ai pas mis la vraie à ce musique moment-là, du film, par j'ai contre. pas reconnu. Mais déjà, Mhm. rien qu'avec les images, sans connaître le film, je voyais bien qu'il y avait une patte graphique quand même. Ouais, Bon, on en parlera tout à l'heure. on en parlera après. Et du coup, on va commencer par Plus que jamais de Émilie Atef, avec du coup dernier film où joue Gaspard Ulliel, Mhm. parce que techniquement il y a aussi Coma, mais il fait une voix dedans. Donc Ouais. il joue pas en tout cas à la cam. Ouais, c'est son dernier rôle à l'écran, quoi. Ouais. Et nous on l'a vu il y a 6 mois. Ouais, Au aux moins, séances de 5-6 mois Cannes, aux séances de pour Cannes. ne pas changer. Ouais, je crois que c'est du coup, ça va être les 2 derniers qu'on fait, parce qu'après on a tout fait, je crois, des séances de Cannes. C'est bien possible. Mhm. Ouais, je pense. Mhm. Bah les Amandiers va être le dernier du coup. Putain, on finit sur une bonne note. Et pour le synopsis de Plus que jamais, donc avec Vicky Krieps d'ailleurs aussi, on l'a pas précisé, Mhm. qui a un jeu Ouais. assez étonnant, on va dire. Ouais, j'ai du mal avec cette actrice. Ah ouais Un peu, ouais. Ouais, c'est Si peut-être on son accent. On en parlait. Non, c'est pas l'accent, moi ça me pose Ouais. pas de problème, mais on en parlait avec Lily en fait, avec cette actrice-là. On est un peu. On a le. On va l'appeler le syndrome Bergman Island à cause de cette actrice, parce que c'est Elle est l'actrice. dans Bergman Island. C'est l'actrice principale de Bergman Bah non, Island. c'est Mia Wasikowska dans Bergman Island. Non, Ah ouais non, l'écrivaine. Enfin, la scénariste, enfin la réalisatrice. Parce Elle que tu joue- sais, t'as le couple Ouais. Tim Ross et Vicky Krieps. Bah, elle joue quoi, Mia Wasikowska? Je sais jamais ce Elle, que son elle nom, joue mais, pas la meuf qui joue dans le scénario du coup de Vicky Krieps? Bah, Parce je que sais il y a plus. concrètement il y a le couple Tim Ross, Vicky Krieps, et il y a le couple aussi dans le. Ah oui, t'as raison, ouais. Là, tu vois, Ouais. dans Ok. le scénario de Vicky Krieps. Ouais, Mhm. du coup voilà, c'est ça, c'est bien cette là. Du coup, c'est Mia Wasikowska que j'ai jamais. Tout ça dire. pour dire que Mais du coup, oui. que Vicky Krieps. On a vu Bergman Island, on n'a pas du tout aimé avec Lily et Hugo. Et après, avec Lily, je suis allé voir Old aussi de Shyamalan, et Ouais. elle joue aussi dedans. C'est vrai. Et Ouais. j'ai toujours eu du mal avec son jeu d'acteur, moins quand elle jouait une personne âgée, quand elle était vieille. Parce qu'en vrai, je trouve que plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'elle a beau ne pas être si vieille que ça, elle a un jeu d'acteur très vieux. Enfin, elle joue une vieille femme alors qu'elle est pas si vieille, quoi. En vrai, je dirais que c'est surtout qu'elle Je sais joue. pas. Elle joue dans beaucoup de films d'horizons différents, on va dire. Ouais. Et je pense que justement, c'est un jeu qui ressort parce que c'est pas. Je sais pas ce qu'elle est, Vicky Krieps de base, elle est pas française. Non, ça c'est Mais sûr. je pense que c'est un jeu qui vient de chez elle, plus. C'est... Ouais, peut-être. Mhm. Et pour le coup, j'ai vraiment retrouvé une ambiance Bergman Island dans... Bah, on en plaisantait, mais on disait que c'était Ouais. la préquelle de Bergman Island. Ah ouais. Plus que jamais. Mais pour raconter vite fait le synopsis, du coup l'histoire, c'est du coup Vicky Krieps, son personnage, qui est malade. Je sais plus si c'est dit sa maladie, ce qu'elle a. Si c'est un cancer. C'est ou un truc comme ça. Il me semble que c'est un cancer. Ouais. Bah en tout cas ses jours sont comptés. Et du coup elle va choisir un peu de se casser parce que de prendre l'air à la montagne, Ouais. sans mauvaise blague avec. Il y a une grosse discussion avec son copain, du coup, Gaspard Ulliel, Mhm. où elle dit non, mais moi je veux vivre un truc, et oui, elle veut en gros faire un truc dans la nature. Je sais plus où c'est en Suède peut-être. Non, c'est Suède, Norvège. Norvège, enfin un pays nordique. Ouais. Et ouais, elle va en gros vivre un peu en autarcie. Mhm. Elle va aller chez un vieux et tout ça. Enfin, Ouais, il n'y a plus de connexion internet. Du coup, Ouais. Gaspard Ulliel, il pète un câble. Ouais. Mais tu m'as pas parlé, tu m'as pas appelé. Mhm. Bah oui, mais on n'a pas de connexion ici. Mais en vrai, en ayant vu la bande-annonce, quand même, il y a une scène où elle joue, où il y a son jeu. Je me dis, non, c'est pas un mauvais jeu, tu vois, mais c'est un jeu très étrange. Ouais. C'est Mm. la scène où justement elle dit, ouais, tu veux passer toute ta vie avec moi, mais moi je peux pas, tu vois. Mm. Où elle gueule ça justement près de la mer. Et je me dis, en ayant vu la Mais bande-annonce, il y a quand même des trucs que je retiens du film. Ce film, au fond, quand j'y repense, il est pas si mauvais que ça. Non. Je le déteste pas autant qu'un Bergman Island, tout ça. Mhm. Mais je me suis pas. Enfin, on se fait chier quoi devant. Bah, quand t'as vu les autres séances Cannes qu'on a fait en fait avec Decision to Live, Ouais. sans filtre, des trucs comme ça. Bah, et puis pour le coup, c'est vraiment tire-larme, mais ça m'a pas du tout affecté. Enfin, c'est du tire-larme un peu vide.
où on a l'impression que justement pour pas être trop tire-larme, ils ont fait un truc assez sobre, mais du coup c'est plat quoi. Ouais, bah c'est un mélodrame après quoi. Ouais. Donc bon, faut pas s'attendre non plus à grand chose, même si moi, en tout cas, quand je revois la bande-annonce à la revoir, je me dis, ouais, c'est vrai que le film quand même, il a... Il est pas moche, hein. C'est pas Non, c'est un pas- film. Je pense pas qu'on puisse honnêtement dire que c'est un mauvais film, Non. mais bon, c'est pas. C'est vrai que c'est même filmé de façon assez classique au final. C'est Il y a pas pas, en tout cas, il y a incroyable. pas de grosses erreurs, des trucs comme ça. Il y a quelques petites fulgurances, mais ça vient surtout avec la rivalité du coup entre l'hôte de Vicky Krieps et Gaspard Ulliel. Ça, je me souviens qu'il y a des Oui, moments ouais. où C'est vrai, il y a des regards quand même. Mm. Il y a des moments qui ont une bonne tension. Mais bon, à part ça, Mm. voilà quoi, c'est Vicky Krieps en vacances. Ouais. Voilà. Mm. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. Et ben voilà, pas grand chose sur Plus que jamais. Ouais. Mais à voir quand même si c'est pas la priorité de la semaine pour moi en tout cas. C'est plus que jamais moment de le voir. Ouais. Parce qu'en vrai, il n'y a pas tant que ça de. En tout cas, pour moi. Pour le coup, si vous êtes intéressé par le film, allez le voir au cinéma parce que Mm. je pense que sur un PC, t'arrêtes le film au bout d'une demi-heure. Si vous êtes en couple, allez voir en couple. Voilà. C'est. Comme ça, vous pourrez dire à la fin, et nous, on n'est pas mourants, on vit un vrai bonheur. Et vous pourrez organiser un petit voyage en Suède ou en Norvège. Voilà. Mhm. Et du coup, on va changer de film. Ouais. Et là, je suis le seul à l'avoir vu, celui-là, je l'ai vu hier. Mhm. C'est Juste une nuit de Ali Asghari et pas Ali Abazi, parce que au début, je croyais. Je me suis dit, Ali Abazi, c'est le mec qui a fait Les Nuits de Machad et Ah, Border. ouais. Et Ah, rien à voir. j'ai vu en fait l'affiche, tu vois, de loin, je me disais, ouais, c'est Ali Abazi, il sort 2 films en un an, quoi. Et en fait, j'ai vu, non, c'est Ali Asghari. Ça aurait été incroyable qu'ils sortent 2 films en un an. Ouais, mais non. Et de toute façon, c'est pas son style de film. Hein. Ouais, Enfin, en tout cas, ça pourrait être son style de film, mais sa réal, Ali Abazi est plus froid dans son truc. ok. Mais t'as pas vu de film d'Ali Abazi du coup? Non, Il faudrait que non, tu non, regardes mais Border, surtout. Faut ok. commencer, en vrai, je pense qu'il faut bien de commencer par Border, et ensuite tu enchaînes avec Les Nuits de Machad. Les Nuits de Machad, ça me tentait bien. Mm. Je suis un peu déçu de pas pu l'avoir vu. Ça se dit pas pu l'avoir. Non, Non, je suis c'est un pas peu top. déçu de ne pas l'avoir vu. Ouais, c'est pas top de ne pas l'avoir vu au cinéma. Mm. Bah, il y a juste qu'à voir les bandes annonces pour se rendre compte qu'il a, Ouais, c'est il est vrai. peut-être même plus froid que Villeneuve. Hein. Oh, en vrai, ouais. Ouais. Ouais, mais il est aussi froid que ses personnages, hein, dans... par rapport aux Nuits de Machad. Mm. Et pour l'histoire de Juste une nuit, du coup, en gros, c'est une femme. J'ai pu avoir les noms, et pourtant je les avais. Je me suis dit, faut que je les retienne les noms pour le podcast. Et j'aurais pas le nom des versos. Bon, c'est Mais pas grave. en gros, on suit une mère, du coup, qui veut confier son enfant pour, en gros, que quelqu'un la garde une nuit. Et au début du film, moi je savais pas trop, j'étais en mode, je sais pas si c'est dit au début en tout cas, mais ce que j'ai suivi au début, j'étais en mode, pourquoi elle veut confier sa gosse? Et j'étais en mode, ah non, peut-être elle veut se casser et elle veut lâcher sa gosse, quoi. Hmm. Je suis parti d'un truc assez dark en fait. Et en fait, non, c'est juste qu'elle veut vraiment laisser sa gosse une nuit. Parce que c'est sa famille qui vient la voir. Et en gros, du coup, on va suivre, en fait c'est presque en temps réel le film, puisque c'est dans une suite même de plans séquences, donc c'est pour un peu imaginer le temps réel quoi. Et une suite de visites où elle va voir des gens et dire ouais je veux confier. Même à un moment d'ailleurs il y a un petit truc où elle veut la confier à un hôpital, Mhm. et parce qu'ils connaissent une meuf dedans qui peut la garder une nuit quoi. Et au final elle peut pas parce que son chef est là. Et le chef de l'hôpital, il est un peu strict, tu vois, mais il dit ouais, je veux ses papiers à la gamine. Sauf qu'elle a pas de papiers à la gamine, c'est une gamine qui a pas été annoncée, tout ça. Parce que sinon, elle serait dans la merde avec ses parents, notamment avec eux, en Iran, voilà. Voilà les bons délires le gosse hors mariage, tout ça, c'est pas ouf, quoi. Ouais. Et le père ne veut pas la garder, ou ne peut pas en tout cas. Ou ne peut pas et ne veut pas de toute façon. Et du coup, le médecin, le patron, va essayer de lui dire, mais vous voulez quoi pour que vous gardez ma gosse? Et le patron de l'hôpital, il est en mode, écoute, tu me fais une faveur, un peu, voilà quoi. Hmm. Voilà. Hein. Ouais. Blonde. Mm. Et du coup, film très intéressant puisque c'est une suite de plans séquences, je l'ai déjà dit. Mais surtout, c'est un film qui arrive au bon moment parce qu'en ce moment, il y a des manifs en Iran sur justement les droits des femmes, notamment le port du voile, des conneries comme ça, quoi. Et là, c'est pareil, c'est au final à travers justement une micro-histoire en Iran, on peut voir un peu le regard, ce que vivent les femmes dans ce monde-là, quoi. Mm. Et c'est de plus en plus parce que même avec les Nuits de Machad, ça a parlé de ça aussi un peu. Enfin un peu, même beaucoup.
Et ouais, et je me dis, mais comment ils arrivent à produire des films comme ça, quoi. Je me dis, c'est pas possible que ce soit en Iran, quoi. Bah, c'est vrai que c'est une bonne question, hein. C'est possible Mhm. que ça fasse comme les productions chinoises. Pas les grosses productions chinoises du coup, mais les productions indépendantes chinoises. Un peu le cinéma, on pourrait dire underground, mais bon, c'est pas exactement le bon terme, mais et qui produit beaucoup ces films et qui se font beaucoup d'argent en fait en envoyant leurs films à l'étranger et en étant produits par surtout des pays européens. Ouais. Bah, je sais que Ali Abazi, lui, de toute façon, il produit, enfin, il vit pas en Iran et tout ça. Ouais. Mais si tu sais ses films, enfin, en tout cas, Les Nuits de Mashhad, il le situe en Iran et tout, quoi. Et c'est un peu comme Flea. Enfin, Flea, c'est aussi une histoire qui aurait pas pu sortir dans son pays d'origine, quoi. Même si, bon, après, le pays d'origine, dans Flea, il est un peu difficile à cerner. Ouais. Mais allez voir Flea, hein, si jamais. C'est vraiment incroyable. Et ouais, il faut juste une nuit, c'est aussi à aller voir. Mhm. C'est... Est-ce que le plan séquence, ça fait pas le... Bah, c'est un peu comment on pourrait dire le phénomène à la Athena ou à la The Northman où t'as beaucoup de plans beaux, des beaux trucs comme ça, mais En vrai, le film concrètement, ça veut rien est dire. pas super beau, là. De toute façon, Ouais. il a pas à l'être aussi. Ouais, mais je veux dire, les images ont un sens derrière, quoi. Ouais. Elles sont bien réfléchies. Non, si, parce que c'est cadré, vraiment, c'est pas du plan séquence en mode oh, j'en filme pour toi. Ok. C'est vraiment, non, c'est. C'est- Des fois, il va séparer des personnages d'écran. Et j'étais content d'un plan aussi, j'avais reproché à je sais plus quel film de séparer la mère et l'enfant. Mhm. Je sais plus dans quoi c'était. Et là, non, c'est bien d'avoir. Il y a toujours un perso avec l'enfant dans le cadre. Ok. Même si des fois, il va y avoir une distanciation entre deux persos. Ouais, il va y donc avoir l'enfant. c'est bien réfléchi quand même. Ouais, non, c'est pas juste je fais du plan séquence parce que bon, voilà, c'est classe. Bah, et c'est un peu la mode, et puis ça devient... Enfin, avant, t'avais l'argument vraiment du plan séquence, où même si concrètement, ton plan, il était juste stylé, c'était aussi une énorme prouesse technique, parce que... Pardon, tourner des plans séquences en pellicule, c'est quelque chose. Ouais. Déjà, ça coûte cher, mais en plus... À grosse échelle, c'est plus. C'est vrai que c'est reconnaissable. Mais par contre, à petite échelle, c'est plus simple. Parce que tu vas avoir moins d'organisation, moins de temps de tournage. Enfin, moins d'organisation, pas forcément, parce que non, il faut que ça soit plus long, en tout cas, l'organisation. Bah, sur la durée. l'organisation est différente. C'est plutôt que d'organiser une équipe technique qui va qui va préparer chacun des plans, et après, bon, les acteurs, ils sont un peu moins sous pression. Là, c'est vraiment tout repose sur, c'est une sur ce qui se chorégraphie. passe devant la caméra, quoi, ouais. Et ouais, c'est intéressant, mais en même temps, c'est un peu à double tranchant, le plan séquence, je trouve. Ouais. Mais du coup, c'est cool. Si le film s'en sort très bien avec, franchement, c'est chouette. Ouais. Et il y a un moment de tension, notamment dans l'hôpital, quand ils veulent s'échapper du machin. En fait, le film est assez doux quand même, sur ce qu'il veut montrer, sauf sans contexte. Mais par contre, ce plan-là, vraiment, met une tension d'un coup dans le film. C'est vraiment une montagne russe, quoi. T'es en haut à ce moment-là. Ouais, d'un coup, ok. C'est balèze. Ouais. Et ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur Juste une nuit de Ali Asghari. Ça marche. Et je pensais du coup que c'était une femme qui l'avait fait, mais pas du tout. Ok. Donc voilà. Ouais, ça aurait été plus stylé que ce soit. Ouais, ça aurait été plus stylé, mais ça reste intéressant quand même. Ça reste intéressant. Et on va passer ensuite à une pépite. Les Amandiers de Valeria Bruni Tedeschi. Alors, Je te laisse faire le synopsis. ah ouais, si tu veux. Bon, déjà, du coup, film vu à Cannes, enfin les séances de Cannes du Gaumont. C'est notre dernier. Notre dernier, ouais. Pour finir en beauté. Et alors, on suit dans Les Amandiers, surtout une femme, ouais, qui intègre une école de théâtre. Bah, le théâtre des Amandiers. Ouais, voilà, le théâtre des Amandiers, pour y suivre des cours, tout ça. Et on la suit, du coup, comment on pourrait dire, de son inscription, en gros, et comment on dirait, l'examen d'entrée, en gros. Ouais. Jusqu'à après qu'elle ait terminé l'école. Et du coup, on voit toute sa scolarité un petit peu, mais c'est pas vraiment centré autour de ça, c'est plus centré autour de... sa vie, voilà, sur ses drames. La vie de jeune, avec ses amours, ses rebondissements. Avec ses copains trop dark. Ouais, ses copains trop dark qui font du théâtre sur la scène et qui lâchent des couteaux. Et c'est un film qui... c'est très bizarre. C'est très caricatural. Moi, ça c'est sûr. Alors j'ai aimé dans le sens où j'ai bien rigolé devant, mais je crois pas que c'est la volonté du film. Ouais, et puis le truc qui est très dommage, c'est que le théâtre, j'ai pas besoin de vous le dire, mais il y a une image du théâtre qui est très huppée, qui est très inaccessible, alors que de base le théâtre c'est quand même aussi un spectacle du peuple
Bah là, ça aide pas du tout, quoi. Vraiment, t'as des personnages hautains, t'as les moments où ils font des répétitions, où d'un coup t'as le metteur en scène qui va se péter un câble et balancer des trucs, et être en mode vous faites de la merde, tout ça. Et t'as aucune raison de pourquoi d'un coup les acteurs ils sont à chier et qu'il faut les engueuler. Enfin, c'est à devenir fou, quoi. Tu te dis, mais c'est quoi ce milieu-là? Et j'ai pas vraiment envie de croire que ce soit ça la vérité de ce théâtre. Ça montre pas un beau théâtre, en fait. Ça montre pas un théâtre qui donne envie, ça donne un théâtre un peu très hautain et très dégueulasse, en fait. Bah après, à la limite, ça se concentre sur la période du théâtre des Amandiers, années 50, 60, 70 peut-être, enfin années 60-70, je crois. Et à la limite, ça peut être comme ça. Mais le truc, c'est que moi, je trouve même la réal. Mais Je trouve la réelle ne me va pas, même les jeux d'acteurs ne me vont pas. Enfin, et moi ça m'a fait rire parce qu'il y a vraiment ce personnage là d'Étienne, du coup. Salut. Mais qui est vraiment le personnage dark. Caricature, ouais. Et le meilleur exemple que j'ai à côté, c'est le personnage dans Io, là, le camionneur qui écoute du métal, quoi. Donc vraiment, on a même niveau. Le mec est en noir, il est maquillé en plus, je crois, les yeux, justement, c'est vraiment un petit truc pour lui donner un petit effet sombre. Ah, vraiment, on a l'impression de voir un lycéen ou un collégien, alors que pas du tout, quoi. À un moment, il insulte la meuf principale, genre, parce qu'il y a eu une histoire là, et puis il fait t'es une pute. T'es une salope. Genre, mais on est quoi. Ah non, mais comment une meuf peut écrire ça, quoi? Enfin... Et au final, je me suis pas mal attardé sur le théâtre, sur le côté théâtral, parce que pour moi c'est une grosse déception dans ce film-là. Je trouve que c'est vraiment caricatural et que ça n'a pas d'intérêt concrètement. Mais le film se concentre pas tant que ça sur le théâtre. Enfin, ça prend une grosse partie du délire, mais ça se concentre vraiment plus sur les amourettes, du coup, est-ce qu'on spoil? Ouais. C'est en gros le personnage d'Étienne, il fait une overdose à un moment, je crois. Et du coup, il meurt. Et c'est sur la perte d'un ami qui m'est cher. En gros, c'est ça, sauf que c'est nul. C'est surtout qu'en fait, le truc, c'est que j'ai ressenti dans la salle des gens qui étaient tristes quand le personnage d'Étienne mourait. Ouais. Moi, j'étais en mode... Ah merde, je pourrais plus rigoler. Et il y a un truc que je trouve aussi très dommage, c'est... en fait, tout ce film prend vraiment ce côté pédant en mode... Ouais, nous, on est artistique. Même au point qu'il en est drôle. Hein, ouais, mais moi, ça me crispe et ça m'énerve parce que le truc, c'est que l'art, c'est pas censé être un truc de la haute classe. L'art, c'est censé être accessible à tous. Et de le présenter comme ça, je trouve ça mais dégueulasse. Hein, après, le théâtre des Amandiers n'était pas accessible à tous, je pense. Non, mais pour accéder... C'est vrai que c'était peut-être très bourgeois aussi. Hein. Pour accéder, soit, mais enfin... Tu peux quand même présenter une image assez cool, mais enfin... Genre, quand la meuf retourne à New York et que elle fait sa scène, là, toute seule, sur la scène... à être dans un lit, et puis elle pète un câble, tout ça. Enfin, ok, tu le comprends... Avec quand t'as vu le film, tu comprends avec le scénario qu'en fait c'est une douleur parce qu'elle l'a perdu, tout ça. Enfin, frère, c'est exagéré quand même. C'est un truc super en mode danse contemporaine plus quoi, vraiment. Mais pour moi, vraiment, quand je suis sorti du film, je me suis dit, oh putain, c'est Laura et la passion du théâtre, mais en film live. Ouais, putain, t'as raison. Mais il y a un délire comme ça avec. Pour le coup, Laura et la passion du théâtre. Hein, c'est un truc abusif, en fait. C'est poussé à l'extrême avec des répliques qui sont devenues cultes avec le truc genre fais un arbre. Ouais. Tu as déjà vu un arbre qui bouge après lui avoir balancé un truc à la gueule. Franchement, je serais pas étonné que ça fasse ça. Ouais, mais si les gens n'ont jamais vu Laura et la passion du théâtre, il faut regarder juste pour vraiment se taper des barres sur certains trucs qui sont poussés à l'extrême. C'est le joueur du grenier qu'on avait. Le joueur du grenier, il a fait populariser ce truc-là parce que vraiment. Mais je me souviens du truc où elle la met dans une chambre froide. C'est dans une cabane dans la forêt en hiver et pas de chauffage et tout. Et puis, parce qu'elle doit jouer une malade et du coup il faut qu'elle soit bref. Ouais, elle lui jette un caillou sur Laura et puis elle fait tu dois être immobile, tu es un arbre. Et ça vraiment je trouve ça dommage parce que le méthode acting, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le fait de vraiment incarner son personnage vraiment même en dehors des scènes. Ouais, genre le truc que Joaquin Phoenix fait, Jim Carrey. Ouais, ça a ses qualités, mais ça a aussi énormément de défauts, et il y a beaucoup de gens qui le prônent comme étant l'ultime moyen d'être un bon acteur. Mais non, faut arrêter, hein. Il y a énormément d'acteurs qui sont excellents juste parce que c'est des bons acteurs.
T'as pas besoin de prendre la peau de ton personnage et de rentrer dedans. Non, ça fait aussi partie du casting. Enfin, il y a plein de métiers, tout ça, c'est plus compliqué que ça. Et c'est Après, un peu la voie de la facilité. le truc, je c'est trouve. qu'il faut pas le faire en mode ce que Jared Leto a fait Ouais. pour déconner, pour pouvoir faire des conneries, tu vois. Mais il y en a plein qui pensent Jim que Carrey c'est le ça. faisait, je pense, parce que ça l'aidait. Mais Hmm. parce qu'en même temps, quand tu le vois à l'extérieur, s'il a pas un rôle, s'il est pas J'avais dedans, vu il a aussi. aussi mal. Hein. Il y a une anecdote qui est folle, c'est avec la série des... il me semble que c'était pour Ocean's 11 ou Ocean's 12, je sais plus. Mais à un moment, t'as Brad Pitt, il me semble que c'était Brad Pitt, ouais, il me semble que c'est Brad Pitt, qui a envoyé une lettre à tous les autres acteurs, se faisant passer pour l'agent de George Clooney, disant oui, quand vous vous adressez à George, adressez-le comme si c'était le personnage, sinon vous ne ferez plus partie du film ou des trucs dans le genre, tu vois. Et George Clooney, il était pas du tout au courant. Et Brad Pitt lui a juste fait une grosse blague. Et ça, pour le coup, c'est drôle. Mais enfin, là, le problème que j'ai avec le méthode acting, c'est que souvent c'est fait pour des personnages qui sont torturés. Et bah moi, j'ai pas envie qu'un acteur se torture, se détruise pour un rôle. Enfin, c'est dommage. Après, bon, ça a ses qualités, hein, mais... Seulement si ça peut aider l'acteur de le faire, à la limite. Et que s'il accepte aussi. Ouais. Mais bon, voilà, quoi. Parce que ne bouge pas, il faut que tu sois Tu un vois, arbre. Le C'est pas ouf, quoi. bon exemple aussi, c'est... Ah zut, je vais pas me souvenir du nom de l'acteur. Celui qui joue le Joker dans Dark Knight. Christian Bale. Non. Il joue Batman. N'importe quoi, moi, putain, je suis con. Bah oui, je joue Il joue Batman. Batman, Christian Bale. Heath Comment Ledger. Ouais, Heath Ledger. Ouais. Heath Ledger, pour jouer le Joker, tu vois, comparé bah, du coup à... comment il s'appelle, Jared Leto. Il a pas du tout fait du méthode acting, hein. Et tellement que il passait du personnage du Joker à Heath Ledger du tac au tac, mais c'était surtout avec le maquillage, le décor, tout ça. Une fois qu'il était dans le personnage, il était dans le personnage, mais quand tu dis coupé, c'est Mais un c'est mec, même il y a toujours ce très calme. il y a toujours ce fantasme là autour de Heath Ledger, alors que non, genre Non. les gens lui mettent ça, mais il s'est suicidé à cause de son rôle du Joker. Non. C'est un non. mec qui était super calme, vraiment la tête sur les épaules. Et justement, je trouve que ça fait mal pour son image et pour la personne qu'il était, ce qu'il représentait dans le cinéma, de dire que c'était juste un gros taré, qu'il était Ouais. parfait pour le rôle du Joker parce que c'était un déglingo, quoi. Enfin, faut arrêter, quoi. C'est C'est super juste un rabaissant. excellent acteur, c'est tout. Mais bon, pour revenir aux Amandiers, Mais ouais, la réal, je trouve plate cette réal, je vraiment. m'en souviens même pas. Bah, moi vraiment, ce que je me souviens, ce que je garde du film, c'est Étienne. Hein. Vraiment, Mais c'est gentil. je pourrais juste aller revoir le film pour me retaper des barres sur ce perso-là, parce que c'est... En vrai, ouais. Mm. Mais il est vraiment over the top dans ce qu'il lui propose. Enfin, c'est presque triste, hein. Vraiment, le personnage, il te rend triste, mais pas pour les bonnes raisons. Et il y a des gens qui plaçaient les Amandiers en palme d'or, quoi. Mm. Et je me dis, mais... Mais le personnage d'Étienne, en fait, il me fait penser... mais vraiment, c'est des personnages de collégiens ou de lycéens qui se prennent au sérieux, tu vois, dans leur propre rôle, qui sont en mode « Ouais, non, mais je suis trop dark pour les gens autour de moi, tu vois. » Et qui se prennent ultra au sérieux dans ce truc-là, et qui, du coup, tu sais, c'est les outcasts, mais par choix, parce qu'ils aiment pas l'humanité, quoi. C'est dommage, en fait. J'ai pas envie qu'on me représente une personne comme ça à l'écran, c'est... Surtout de manière aussi peu intéressante. Ouais. Bon, enfin bon. Mais aussi, ouais, petit dernier truc quand même sur les Amandiers, moi ce que je trouve pas bien aussi, c'est les profs. Il y a un des deux profs, ça va, mais celui joué par Louis Garrel. J'adore Louis c'est Garrel. Patrice Chéreau, du coup. J'adore Louis Garrel. Mais putain, son personnage, c'est quoi? Ah, mais il cabotine, hein, Louis Garrel, là-dedans. C'est pas possible. Hein. Il y a C'est un problème. le moment où il commence à sniffer de la coke, tout ça, mais c'est... Ouais, mais tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Et puis pour rajouter du coup sur la vision déjà qu'il y avait d'un théâtre super bourgeois, super huppé, tout ça, en plus c'est un truc de genre de déglingo ou Bah ça, derrière pour le ça coup, va prendre de Patrice la Chéreau, cocaïne, tout ça. apparemment, c'était vraiment... Ouais, mais est-ce que t'as besoin de le montrer? Est-ce que ça rajoute quelque C'est chose vrai à que c'est l'histoire? pas... Le truc, c'est que ça reste une fiction, les Amandiers, puisque tu te bases sur des persos qui, logiquement, ressemblent à des persos qui ont existé, mais je pense pas que c'est une vraie promotion, enfin, Non, ils sont bah pas non. basés sur des... Je sais pas en fait. Je sais pas ce que le film veut me dire en fait. Si le film il veut me transmettre sa passion pour le théâtre, ou si justement il veut me dire non mais regardez ce qui se passe dans le monde de l'art du spectacle, c'est n'importe quoi. Parce qu'il y a les deux. D'un côté, il te présente le théâtre comme quelque chose de magnifique, et je suis d'accord. Et d'un autre, il te présente ce monde-là comme quelque chose d'horrible, donc... Je sais pas du tout sur quel pied le film danse, mais bah, il danse tout seul, quoi.
Enfin bon, Bah, voilà. logiquement, ça devrait Valérie Bruni-Tedeschi. Elle était actrice, je crois. Donc, Bah ouais, mais c'est encore plus étonnant parce que vraiment le film, enfin, il y a une passion du théâtre dans le film, mais d'un autre côté, il y a aussi enfin, il y a un problème quoi. C'est quand ouais, même. bah moi, le plus gros problème, c'est que j'ai presque l'impression d'avoir vu un nanar, quoi. Parce que, Ah, vraiment. en vrai, j'espère pas, hein, parce que. Mais ouais, non, c'est. Mais un nanar qui s'essouffle en plus parce que son personnage le plus drôle il meurt. Ouais. C'est triste. Ou quoi. le plus drôle et le plus pitoyable. Oui, bien sûr. Le plus caricatural en fait. Ouais. Non, on dirait une gamine de 15 ans qui a écrit le personnage d'Étienne, en tout cas. Oh Je parle pas ouais, du on scénar. dirait un délire à la Mais Twilight. c'est une gamine de 15 ans, on dirait, qui a écrit ce personnage-là, quoi. Je viens de Qui penser. se fantasme un mec sombre. Ouais, mais il y a vraiment un délire à la Twilight. Hein. Ou à la Fifty Shades. Ouais. Tu vois, un délire de. Non, mais c'est le mec, de toute façon. C'est le mec il est parfait, mais il est est, trop dark. il est trop mystérieux, c'est un peu un bad boy. Bon, enfin bon, on n'a pas aimé. Voilà. Si je veux le revoir, c'est juste pour rigoler. Prochain film que j'ai vu tout seul, du coup, qui est le plus étonnant de la semaine. Ouais, voire bah ouais. du mois. Bah, moi, aussi. du coup, j'ai vu que la bande-annonce de ce Ouais. film-là. Et déjà, ça envoie. Coma de Bertrand Bonello. Alors, petit contexte, je n'aime pas Bertrand Bonello. Enfin, pas personnellement, hein, mais... J'ai rien contre lui. J'aime pas... J'ai vu 2 de ses films avant, et ses 2 précédents, et j'ai entendu qu'apparemment c'est Antonin, du coup, qui m'a dit que ses anciens étaient beaucoup mieux. Ok. Mais moi, j'ai vu que les 2 précédents, donc Nocturama et Zombie Child, où il y a Saint-Laurent peut-être en précédent que j'ai pas vu non plus. Ouais, Saint-Laurent est bien connu quand même. Mais en tout cas, j'ai vu Nocturama et Zombie Child. J'ai pas du tout aimé Zombie Child. Et Nocturama, c'est un pince, mais Ouais. du mal quand même, quoi. Et je pense que c'est un problème avec son écriture. C'est vraiment une écriture, mais pédante pour le coup. Et très, je sais pas, très bourgeoise. Et là, dans Coma, ça va se ressentir aussi. Mais j'ai préféré Coma au 3. Mais alors, pour le synopsis de Coma. Donc en gros tu suis la meuf de Zombie Child, j'ai plus le nom de l'actrice. Ah, c'est. C'est une meuf qui l'a repris. Il reprend le personnage. Non, c'est Ok. c'est la même actrice, mais C'est- enfin, ouais. c'est pas le même perso. On n'est pas dans le même Ah, univers. parce qu'il y a ça m'est venu dans l'esprit, du coup je le balance. Mais il y a un délire comme ça dans les 2 films de Julia Ducournau. Il y a Oui. Oh. Il y a un personnage qui revient. Bah t'as même non, mais dans son court métrage aussi. Ah Parce ouais. qu'elle a fait un court métrage avant avec Garance Oui, Marillier. c'est vrai. Et Garance Marillier est dans les 3 films. Enfin dans les 2 films Ouais. plus son court métrage. Il me semble qu'elle a le même prénom Il y a entre moyen, Titan et Grave, elle a le même prénom. Ouais, j'en suis même sûr parce que j'avais vu Grave la veille de Titan. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Mais du coup, synopsis, on suit une ado. Voilà, plus proche des 18 ans ou de 20 ans l'actrice, mais bon. Jeune Ah, adulte, Une jeune adulte. lycéenne. Ouais, voilà. Oui, ouais, c'est le bon mot. Moi, je pense que c'est une lycéenne. Et qui est enfermée dans sa chambre. Donc, parce que potentiellement confinement. En tout cas, c'est un film Ok. c'est un film du confinement, clairement. Et voilà. C'est à double tranchant ça, le film du confinement. Alors ouais, et en fait le film déjà il commence par donc une lettre, une sorte de lettre, presque la note d'intention du film en fait. Il commence par 3 minutes de rien, avec juste des sous-titres et quelques images en fond, tu vois. Où c'est Bertrand Bonello du coup qui s'adresse à sa fille. Ok. Et qui finit comme ça aussi. Et du coup il va y avoir plusieurs trucs dans le film qui vont enchaîner. Les passages dans sa chambre, les passages dans ses rêves, donc dans une forêt, forêt qu'on voit dans la bande-annonce, truc sans Ouais. jour ni sans nuit, enfin c'est une forêt en nuit américaine un peu épouvante. Ok. Et la chaîne de Patricia Coma, donc une chaîne YouTube en gros que sûrement donc que l'adolescente en Ok. gros regarde, et Patricia Coma qui donc fait plein de vidéos en mode elle t'annonce la météo, elle te fait machin, en vrai c'est très drôle. Franchement Ok, dans le film, ok. il y a des trucs assez drôles. Et on va aussi avoir des séquences alternatives d'une maison de poupées dans la chambre, avec les poupées du coup en stop motion. Mhm. Ou en stop motion, ou en effets spéciaux, enfin en numérique, mais ça m'étonnerait. Ouais, Je ouais. pense qu'en vrai c'est plus du stop motion. Oh, ça m'avait l'air d'être du stop motion. Je Ouais. saurais pas dire, hein, mais. Et dont le personnage d'ailleurs du gars qui qui parle en tweet de Trump. Du genre, dans la bande-annonce, on entend un moment qui dit je suis passé d'homme de la télé à businessman, de businessman à star de la télé, à président des États-Unis en une seule fois, en un seul essai. Oui, c'est vrai. Et ça m'étonnerait pas que Trump C'est ait dit ça. vrai. Je me suis dit, il y a plusieurs phrases dans le film où je me suis dit, mais c'est une phrase de Trump ça. Parce qu'à un moment, il sort, il neige à New York, le réchauffement climatique, on s'en fout, on n'y croit pas. Ah oui, ça c'est giga. Et Trump, ça. je me suis dit, ok, je vais analyser tout ce qu'il dit en fonction, tu vois, de si je l'ai entendu de Trump.
Ok. Et bon. C'est super spé d'avoir mis ça. Ouais, non mais le film du coup est très spécial, même je crois que c'est Philippe Royer qui en parlait, qui disait que c'était vraiment à la limite de l'expérimental dans le film. Hein. Ouais. Et t'as notamment même au début le film il commence par un gros plan sur Gilles Deleuze en conférence Ouais. qui disait je sais plus, ne vous enfermez pas dans le rêve des autres, un truc comme ça peut vous tuer, enfin... J'ai plus exactement, ok. le nom de la conférence de Gilles Deleuze. Et ouais, et puis aussi on enchaîne, il y a aussi un délire du coup, il y a un... Ça faut que j'en parle, ça va être un spoil, mais voilà, cette scène-là est trop bien. Il y a une sorte de FaceTime en gros entre 5-6 copines, tu vois, Ok. et sont toutes en train de fantasmer sur des tueurs en série. Et t'as un moment... C'est l'actualité ça, putain. Et t'as une meuf, à un moment du coup, qui fait... Il y a un mec qui passe derrière elle sur la cam. Et t'as une meuf qui fait c'était qui derrière toi et tout. Et mais tout ça c'est en FaceTime, c'est vraiment en FaceTime, tu vois, t'as vraiment les 6 écrans enfin sur ça c'est sur très l'écran de stylé. cinéma. J'avais vu c'est un truc qui s'est fait pas mal pendant le confinement, c'est ces trucs de films d'horreur avec des conversations Zoom. Mm. Et il y en avait un comme ça où ouais, il y avait un mec qui était rentré dans la maison d'un mec ou d'une meuf, je sais plus. Et on le voyait passer un moment derrière et il y a les gens qui paniquaient sur la conférence Zoom, tout ça. Mais c'est peut-être ça, hein. Ça vient peut-être de là parce que j'ai l'impression qu'il reprend. En fait, Bertrand Bonello, il a fait un Gloubi-boulga. Gloubi-boulga ou un mash-up, tu vois, Un de pêle-mêle. tout ce qu'a fait, de tout ce qui a marqué le confinement. Ok. Par exemple, la chaîne YouTube de Patricia Coma. YouTube. C'est YouTube. En fait, c'est ce qu'on regardait Mhm. juste pendant qu'on était à rien foutre chez nous, quoi. Ouais, carrément. Et Et si en plus elle présente la météo dans le truc, ça peut représenter aussi la télé. Mhm. Ah oui. Et puis même Les tweets de Trump. les tweets de Trump, c'était pendant cette période-là aussi. Et Là, c'est un peu une fresque du confinement. mais c'est une fresque du confinement et apparemment aussi une lettre pour sa fille. Bon, alors par contre, la lettre, faut la comprendre quand même. Ouais. Mais par contre, c'est une expérience. En vrai, c'est une belle expérience de cinéma. Ça parle ça parle de trucs, on va dire, qui peuvent être très pris de manière pédante, notamment dans l'heure de la sortie. Ouais. Ça parle de réchauffement climatique, ça parle Ouais, d'environnement, ouais, bien sûr. ça parle du confinement, ça parle un peu de. En fait, ça veut parler de plein de choses aussi. Hein. Et le film fait que 1h29. Donc ça, par contre, je suis content qu'il l'ait pas mis à 2h parce qu'à 2h, ça Ouais. m'aurait cassé les couilles. Ouais. Parce que c'est un enchaînement de scènes que tu comprends pas forcément, notamment avec le délire des poupées, des trucs comme ça, le délire du cauchemar par contre que t'apprends qu'en gros c'est le monde entre la vie et la mort, Mhm. et qu'en fait il a symbolisé ça par une nuit américaine, tu vois. C'est-à-dire le moment où il fait ni Ouais, nuit ni ouais. jour. C'est un entre-deux entre le jour et la nuit, C'est ouais, ça, c'est vrai, ouais. qui n'existe pas vraiment, mais qui est complètement fictif d'ailleurs. Une nuit américaine, on n'a jamais vu ça dans la réalité. Quoi. Et je dirais en vrai je dirais que c'est un film à voir quand même. Ah, ça a l'air intéressant, hein, du moins. Ouais. Et il y a notamment le délire d'un jeu aussi, enfin un peu de destiné, le jeu qu'on voit dans la bande-annonce avec les 4 couleurs là. Je me demande si ça existe ce truc là. Ça me dit rien du tout. C'est Je m'en un souviens truc où plus. t'appuies sur les. C'est un jeu de Ah, oui, combinaison oui. de couleurs et t'appuies. Le sorte de Rubik's Cube télécommandé. bizarre, là. Ouais. C'est en gros, t'as juste 4 couleurs sur le machin et t'appuies. Et puis, il va te faire un niveau facile au début. Et puis après, ça va faire des combinaisons de couleurs ouf, tu vois. Et tu vas devoir les refaire. C'est un Simon 16. C'est quoi? C'est ça, c'est les trucs avec des boutons de couleur où ça t'affiche, genre, imaginons ça t'affiche rouge, puis t'appuies sur rouge, ça fait rouge, bleu. Ouais, voilà. Ouais, c'est un Simon 16. Ok. Bah là, c'est le jouet de Patricia Coma. Genre, Ok. tu l'achètes depuis la chaîne de Patricia Coma. Ah bah, super original ton jouet. Mais parce qu'il y a tout ce délire là aussi, enfin le personnage de Patricia Coma est un peu ridicule en soi. Mhm. Même à un moment, elle montre un truc, elle est dans sa cuisine en train de mixer des fruits. Et elle fait, vous êtes déjà demandé qu'est-ce que ça faisait si on mettait notre main? Mais on ne peut pas mettre sa main parce que le trou est trop petit et elle peut pas mettre la main dans le mixeur. Mhm. Et après t'as la gamine qui va dans ses cuisines et qui a le même mixeur, sauf elle est plus jeune, Elle a une plus petite main. elle a une plus petite main. Et bon. Et Il y a peut-être un délire d'influence des médias aussi. Ouais, vraiment c'est un film qui est très vaste en 1h29 et c'est pas, il donne pas tout service sur un truc, hein, c'est vraiment faux. Ça me fait penser à un film expérimental qui est super vaste et qui est assez court aussi de mémoire, c'est Holy Motors. Ouais. Moi je crois qu'il fait 1h40. Il est pas long. 1h30, 40. Et puis il est super complet Holy Motors. Hein, pour le Non, coup. en fait il fait pas plus de 2 heures Holy Motors. Bah j'ai un doute. Je crois Pour qu'on le coup, s'imagine soit que il Holy fait- Motors est court, mais. Ah mais c'est parce qu'il est vraiment trop bien. Ouais, mais. Soit il fait plus de 2 heures, il fait- soit il est vraiment... Non, il fait plus 1h55. Ouais, ok. Ouais, il est Ouais, dans la moyenne. Ok, bah autant pour moi. Mais ouais, en tout cas, c'est à voir Patricia Coma. C'est Patricia Coma, putain. C'est à voir Coma. Et au cinéma.
Parce que sur un écran c'est pas possible, bah Antonin m'a dit du coup il avait arrêté le film. Parce qu'il l'avait vu lui sur plateforme en gros. Ok. Et je pense que c'est à voir en salle parce que c'est un film où faut pas se donner l'occasion de décrocher quoi. Mais c'est Bertrand Bonello, en plus, je l'ai vu dans une interview récemment pour Mubi, pour ce film-là. Mhm. Et on lui posait la question de où est-ce qu'il préfère voir les films. Ouais. Il a répondu en salle, bien évidemment, mais qui critiquait pas le fait de voir les films à la maison, parce qu'il disait un truc du genre 75% ou 90%, je sais plus, de sa cinéphilie, il se les fait en regardant des VHS et des DVD. Mais que, en fait, regarder des films chez soi, comme ça, apprécier ces films-là en VHS et DVD, ça l'a fait aller vers la salle. Donc, Et puis apprécier clairement, un film en VHS, enfin apprécier un film sur petit écran mhm. n'est pas apprécier un film sur grand écran. Genre, Ouais, c'est décuplé. c'est vraiment des expériences. Mais c'est ce qu'il disait, hein, donc il est du même avis que toi. Voilà, Donc, non, c'est logique, de toute façon t'as un meilleur son, t'as un meilleur écran, Ouais. t'es dans la salle, t'as pas ton Je portable. veux dire, qui n'est pas de cet avis-là? Bah, ça serait À con de part dire genre Disney, j'ai une peut-être. meilleure expérience devant. Enfin, il y a qu'à voir, hein, on met pas, je sais pas, le bon exemple, un film de Bellatar, tu vois. C'est débile Ouais. à regarder, en vrai c'est con à regarder sur un petit écran quoi. Bah, Même ou, si on est obligé parce que il passe pas on forcément. en a, Un Elephant on en Sitting a Still, parlé. Ouais, un Elephant Sitting Still. on c'est l'aurait vrai que on l'aurait maté au cinéma, ça aurait été bien ça plus aurait marquant. été incroyable. Alors Et déjà le il est film est super marquant, mais- c'est dire. Mm. Parce que ce film-là, je pense qu'il est pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Mais ouais, il y a plein de films comme ça qui sont. Après, quand on est un peu plus cinéphile, il y a des films qui sont plus faciles à se bouffer. Mm. Mais généralement, l'expérience en salle est quand même incroyable. Parce que déjà, tout le monde ferme sa gueule quand on est en salle. Et tout le monde est concentré. Tu peux pas sortir du film quand t'es en salle, quoi. Bah ouais. Sauf si le film veut que tu sortes ou que le film te rejette. Il y a un rejet par rapport au film. Mm. Enfin bon. Mais ouais, bah, j'ai fini pour Coma. Voilà. Mhm. Et du coup, on va pouvoir passer aux petites actus. Et prochainement, du coup, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est E.T. de Spielberg. Ouais. C'est le film qui arrive plus tôt. Donc, Ou non. Bon, bah non, c'était hier. Il y avait To Be or Not To Be de Ernst Lubitsch. Ah ouais? Ouais. Il y avait un film d'Ernst Lubitsch qui est passé? Putain, trop bien. À la revoir. Il y a aussi le voyage du Chiro qui est passé à la revoir. Oui, ouais, j'ai vu. Ouais, en ton- séance scolaire. J'ai demandé à Antonin si Ton jamais il le truc. repasserait. Il m'a fait vrai, déjà passé. L'année dernière ou cette année. Ouais, mais on n'était pas là. Ouais, quand j'ai vu la séance à 9h, je me suis dit, mais il est pas ouvert le cinéma à 9h, c'est dégueulasse, moi j'aurais aimé y être. Bah, moi aussi. Tu sais, tu tabasses la porte à 9h. Et non, par contre, le 7 décembre, je crois que c'est du coup un mix tambour Arvor. Enfin, ils font Mhm. les séances du tambour à l'Arvor. Ah ouais Il y a que le spectacle commence de Bob Fosse. Donc attends, ils font les projos du tambour à l'Arvor? Ouais, mais je crois que t'as une réduc si jamais t'as ta carte tambour. Du coup. Ah, c'est cool. Et à 20h30, Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Oh Voilà. Film à voir absolument. Ah ouais, ça c'est incroyable. Qui a inspiré Berserk. Ouais. Pour le Tu design veux le dire. de De Griffiths. De Griffiths. Ouais. Qui n'est pas le réalisateur du coup, mais le méchant de Berserk. Enfin, le gentil et slash méchant. À ne pas confondre avec le réalisateur. Mais Griffiths de Berserk, c'est le mec qui a fait Intolérance là. En vrai, ça colle. Et sinon, le 11 décembre, les temps modernes de Chaplin à l'Arvor. Ah la vache. Et en fait, je me dis, oui, c'est vrai qu'au Gaumont, il n'y a pas grand chose en ce moment. Parce Ouais, que j'ai ouais. que du TNB et de l'Arvor TNB, Bah, donc à partir. le Gaumont, on en a pas parlé dans le podcast, il me semble pas, mais le Gaumont est en travaux à Rennes. Ouais. Et parce qu'il va devenir un pâté, enfin un Gaumont pâté. Là, ils se mettent en esthétique de pâté après ce qui va devenir Ouais. un pâté. Donc ils font peut-être pas beaucoup de séances spéciales. Après, on a pu voir quand même, on en parlera quand il sortira, mais Bah, c'est la semaine prochaine, on a pu voir les miens, ouais, de Roche Dizem. ouais, en présence de Roche Dizem du coup. Mhm. C'était chouette. Ouais. Et non, par contre, non, j'ai oublié un truc en fait, je suis con. Le 2 décembre, avant-première de Falcon Lake de Charlotte Lebon. Et c'est un film qui sort de Cannes, ça. Ah ouais. Ouais, et premier film, je crois, du coup, de Charlotte Lebon. Rodolphe l'a vu. Mais Charlotte Lebon, c'est la meuf qui joue dans Le Zemeckis, je crois. Le Zemeckis. The Walk. Ah ouais. Ouais. Oh. Et apparemment, à Cannes, bah, il a fait bonne impression, quoi. Ok. Donc ça sera à voir, mais bon, ce qui me fait chier, c'est que bon, j'espère Bah, que je travaille pas le samedi parce que... Le dernier film en Lake que j'ai vu, c'était Eden Lake, et Eden Lake, c'est génial. Donc... Donc, Under the Silver Lake. Ah oui, purée. Il y en a pas mal en fait. Ouais. et ben sinon, les Harry Potter, à partir du 20 Oui, décembre, c'est vrai, au ouais. TNB. Ouais. Donc voilà. Ils repassent tous les Harry Potter, donc regardez lequel que vous voulez voir, il passe quel jour. Ouais, moi, je vous conseille le 3 et à la limite le 1 et le 2. Bah le 1 quand même.
Ouais, le 1 est plus une vibe nostalgique. Bah après, oui, par bien sûr, un, mais c'est pour ça. Mais par contre, le 3, moi je me dis, bah, c'est le truc. Enfin, c'est l'un des Harry Potter que. Ouais. Bah, c'est le Harry Potter le mieux réalisé pour moi. Ouais, sûrement. Ouais, Moi, j'aime beaucoup le 4. ouais, je sais. Ouais, d'ailleurs, on en a pas parlé, mais je vais pas tarder à mettre des présentations qu'on a travaillées. Donc, à la limite, je ferai ça pour l'épisode 30. Ouais, en vrai, c'est sûr. Donc, sur la présentation, vous trouverez, du coup, sur une page Insta, on aura une archive chacun avec la petite présentation et 10 films qu'on vous recommande. Mhm. Absolument, évidemment. Et une petite description de nous, quoi. Ouais. Mm. Histoire de se connaître un peu plus. Voilà. Et on pourra se permettre, bah, n'importe, ça c'est à la décision de chacun, de rajouter ce qu'on veut dans notre archive. Ok. Voilà. Je vais mettre plein de choses. Bah voilà. Je vais pas dire quoi, mais je vais mettre plein de choses. On aura chacun son archive sur Insta. Et, Non, ça va être sympa. on pourra conseiller des films, des conneries comme ça, quoi. Et sinon, le 18 décembre, Aliens de James Cameron Oui, à oui. l'Arvor. Voilà. Alien 2, hein, si jamais. Mhm. Mais ouais, Aliens de James Cameron, ça c'est cool. Et vu qu'on parlait des Amandiers, de Patrice Chéreau, le 13 décembre à 20h, La Reine Margot pour les séances monumentales. Donc, film que ma mère me conseille de voir depuis des années, que j'ai jamais regardé. Donc, Ok. bah écoute. Il Tant date mieux. de quand 95, 94 Ok. C'est assez vieux. Hein. Ça marche. Enfin, vieux. C'est à 20 ans. Moi, j'imaginais que ce serait plus vieux. Et ouais, sinon, un film qu'on n'a pas parlé, bon, j'ai lu Un hérisson sous la neige. Bon, c'est un film pour enfants. C'est la suite de Sonic, c'est Sonic 3. Non, il y a Premières Urgences documentaire qui est présent à l'Arvor, du coup, on n'en a pas parlé. Et Les Femmes du Square qui est présent au Gaumont, et que voilà quoi. Ouais. C'est la comédie grasse de la semaine. Bon. J'espère que c'est un peu. Ça a l'air quand même plus haut niveau que certaines comédies. Ouais. Mais voilà. Bon, à voir. Et si on reste un peu, je sais pas ce que c'est. C'est au Gaumont. Et du coup, on a fini pour les actus de Rennes. Et on va passer du coup à la thématique que j'ai choisie, ce qui est San Francisco, avec un film pas du tout connu chez nous. Et Malheureusement, que j'étais impatient de montrer, du coup, et que c'est dommage que Jonas soit pas là, du coup. Et c'est The Last Black Man in San Francisco de Joe Talbot. Film du coup produit par A24, pour ne pas changer. Hein. Avec du coup Anthony Majors, je crois que c'est son nom. C'est le mec qui va jouer Kang dans les Marvel bientôt. Ouais, et il y a... Ah zut, c'est quoi son prénom? Jimmy Fails. Du coup, c'est qui joue Jimmy Fails. Ouais, et ça m'a surpris. Mhm. Parce qu'il y a peut-être un délire un peu biographique dans le film, je sais pas du tout. J'ai rien trouvé sur le net en cherchant. Ouais, Mais, faudra se renseigner. L'acteur principal s'appelle Jimmy Fails, son personnage s'appelle Jimmy Fails, et il a participé à l'écriture. C'est donc, marrant qu'il s'appelle Fails. Ouais, Ouais. ouais. C'est pas un nom de famille, Mhm. mais bon. Et pour faire le synopsis, en vrai, je vais le faire assez simplement. Ouais, On va suivre deux gars, donc deux potes, qui sont Jimmy du coup et Montgomery, mhm, et qui vivent du coup à San Francisco et qui ont une fascination, notamment Jimmy, qui a une fascination Ouais, pour surtout une Jimmy. maison de San Francisco et qui dit que son grand-père l'a construite. et où il a vécu dans cette maison aussi dans sa jeunesse. Ouais. Mais que du coup son grand-père l'a perdu. Mm. Et que bon voilà. Et bah du coup Etienne, tu vas découvrir le film, donc fais-nous ta plaidoirie. Plaidoirie. On m'appelle à la barre. C'est marrant parce Un témoin. qu'on va parler de Saint-Omer du coup la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Mm. Ah purée, hâte de le voir celui-là. Ouais. Mais Last Black Man in San Francisco, j'ai du mal, mais c'est trop bien, c'est génial, c'est super beau. C'est filmé d'une façon qu'on voit pas beaucoup en fait, c'est super original dans la façon de filmer. Faut préciser Il y a d'ailleurs que c'est un film A24. Ouais. Donc qui a une patte esthétique, Ouais. on va dire. Qui est très beau esthétiquement. Les films A24 généralement, c'est une quasi certitude. C'est que quand même c'est des films avec de la réflexion et enfin il y en a moins que d'autres, mais mais avec un peu de réflexion et surtout une très belle esthétique. Et bah là, ouais, purée, c'est super beau. Hein. Tu me disais qu'il disait sur le net que dès les premières minutes, on savait que c'était un truc qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Bah là, c'est complètement ça. Hein. On se laisse vraiment porter par les personnages qui sont super attachants. Tous les personnages le sont. Hein. Vraiment, ça fait plaisir aussi. C'est que c'est pas un film... aucun personnage n'est vraiment gris, mais aucun personnage n'est vraiment blanc ou noir, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est vraiment juste des
des gens en fait, et ça fait plaisir. Bon, il y en a qui sont un peu caricaturaux, mais qui le sont volontairement, dans le sens où il y a un petit délire avec, comment on pourrait dire, des jeunes noirs américains qui sont un peu en meute, un peu en gang, tu vois, et qui en fait le restent parce qu'ils sont entre eux, tu vois. Il y a un délire d'équipe. Et c'est comme ça qu'ils agissent, mais c'est presque caricatural, mais vraiment volontaire. Et on y croit quand même. Et ah purée, que dire de ce film. Mais t'as ce délire là aussi, justement, c'est marrant que tu parles de qui sont caricaturaux parce que ils se moquent un peu justement de Jimmy et de Montgomery, notamment sur même les façons de s'habiller. Jimmy et Montgomery sont pas du tout. Ouais. Peut-être Jimmy un peu plus, mais Montgomery lui il est très. Déjà Ouais. il dessine des trucs qu'il voit, il Ouais, reproduit ouais. des trucs qu'il voit. Il s'habille avec une veste longue. Et pour le coup, ouais, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est des personnages super bien caractérisés parce que Jimmy, c'est vraiment le skater. Ouais. Skater américain qui va porter des Converse, qui va. Non, c'est pas des Converse qui porte. Bref, on s'en fout. Non, c'est des Vans, il porte des Vans. Mais du coup, ouais, il va porter des Vans, il va porter un bonnet, il va avoir la chemise à carreaux. Il va porter Montgomery sur son skate. Ouais, il fait du skate du coup. Et il y a même une conversation au moment où il est avec son père, et son père, il lui demande justement... d'ailleurs, pour aller voir son père, il s'habille en noir américain. Parce que d'habitude, il s'habille en skater, comme il a l'habitude de le faire, mais là, il s'habille un peu plus... je sais pas comment on pourrait dire. Et son père, à un moment, le revoit habillé comme il s'habille tous les jours, en fait, en skater, j'ai envie de dire. Et il lui dit, mais pourquoi t'es habillé comme un blanc ? Est-ce que tu te souviens ce qu'il y a écrit d'ailleurs sur le bâtiment du père ? Il y a un plan à un moment avec le père à la fenêtre et il y a un énorme truc sur le bâtiment en peinture. Je sais plus. Stay. Je crois que c'est ça ce qui est écrit. Ah ouais ? Ouais. Il y a un énorme stay qui est écrit sur le Ouais, bâtiment. c'est... Purée, le film est beau. Tu le mets en parallèle avec du coup la fin où il veut se casser du coup. C'est vrai, ouais. Et c'est génial comme film. C'est une histoire de fratrie. C'est une fratrie. romance. Ouais, je dis fratrie, mais en fait, c'est pas des frères, mais c'est comme des frères. De famille, d'amis, de logis. Et je voyais sur le net, il y a pas mal de gens, et c'est totalement cohérent avec le film qui parle de gentrification. Avec cette maison qui, du coup, a été construite par un homme noir qui ne fait plus partie de sa famille et maintenant qui est dans un quartier jugé huppé, un quartier blanc, quoi. Et où tellement que quand il récupère la maison, à un moment dans le film, il va se présenter à un voisin qui passe dans la rue et il lui dit j'ai récupéré la maison, je vais être le meilleur voisin possible. Et après le mec blanc du coup, quand il s'en va, il dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. Et il y a vraiment un côté comme ça ça te montre un point de vue un peu candide de la chose, avec on ignore un peu ces sortes de frontières qui se sont créées entre quartier huppé, quartier blanc, quartier noir, tout ça. Et t'as aussi un truc qui est super intéressant, c'est montré dès les premières images du film, c'est la pollution qu'il y a particulièrement du coup je sais pas si c'est un lac. C'est pas un lac en fait, vu que San Francisco je crois que c'est une baie. Ouais. Et voilà. En soi c'est un lac, tu vois la partie de la baie en soi. Dans du coup qui est direct dans la mer. La baie de San Francisco qui est ultra polluée. Tellement il y a un moment, il y a un truc qui est incroyable. C'est il y a le personnage qui dessine, qui est sur un bateau en train de dessiner des gamins qui jouent devant lui. Et d'un coup il y a un poisson. Qui arrive sur sa barque et le poisson a 2 yeux. D'un côté. D'un seul côté. Moi, il en a 4. Ouais, techniquement, il a 4 yeux. C'est un poisson mutant, quoi. Moi, ça m'a pensé au poisson dans les Simpsons. Oui, c'est vrai. Et tu t'attends, si c'était un film un peu plus barré, à ce que le poisson relève la tête et qu'il commence à lui parler, quoi. Et c'est... Ouais, le film est super fin. Ça, c'est sûr, c'est que... Il est super mignon et super candide dans sa façon de présenter les choses, mais il n'est pas non plus débile. Parce qu'on pourrait associer le fait qu'il soit candide à un truc en mode truc naïf. Quoi. Ouais, voilà, le film naïf qui prend ça à la légère. Non, c'est un film qui est quand même super fin, super intelligent. Et ces personnages le sont aussi. Enfin, ils sont super intéressants, super intelligents, super fins. Et déjà, ça fait plaisir de voir des personnages noirs américains au cinéma qui sont pas des caricatures d'eux-mêmes. C'est plaisant, quoi. C'est des vraies personnes. Et on aime les suivre, on aime comprendre leur histoire,
comprendre leurs problèmes, leurs relations entre eux, avec leur famille, avec leurs amis. Et ça, c'est du pur plaisir. Mais c'est presque un gros. Je t'en parlais hier, du coup, quand je l'avais maté, je te disais, genre, oh, j'ai rematé The Black Man de San Francisco, ça fait trop du bien. C'est presque un film cocon, en vrai. Hein. C'est presque. Il est à la frontière du feel good, hein, ce film-là. Ça me fait penser parce que le film n'est pas totalement feel good à 100%. Non, bah, il y a son arc narratif, hein, qui est un peu drama aussi. Ouais. Mais ça me fait penser à un Stand By Me. Ouais. Tu vois, dans cette camaraderie un peu qui est pas dans le jugement, qui est vraiment juste dans l'amitié et je vais t'aider parce que t'es mon pote. Ça me fait penser à Stand By Me là-dessus. Et c'est plaisir, c'est trop bien en fait de voir des personnages comme ça au cinéma. C'est trop souvent on a des personnages un peu caricaturaux, des personnages qui tirent sur des traits de caractère. Et là, ces gens-là que je vois à l'écran, j'y crois, quoi. Bah, il y a surtout un jeu d'acteur à un moment qui me fait... c'est le jeu de Jimmy. En gros, quand il apprend que la maison a été perdue par les deux blancs, il va y avoir un instant, quelques plans de réflexion, ça doit durer 2-3 minutes, où il parle pas, en mode il y a une musique très lancinante, et genre où il y a vraiment ce jeu-là, tu sens sa fascination, et tu sens qu'il est en mode vraiment, je veux cette maison, quoi. Ouais, et il y a un truc incroyable aussi. C'est quand il retourne après, du coup, avec son pote Jimmy. Jimmy et son pote retournent devant la maison. Il essaye la porte, il la force un petit peu, puis après, il y a un moment où ils attendent. Puis d'un coup, t'as le pote de Jimmy qui gueule, qui fait « Ouah !» Et il commence à courir vers la porte et il défonce la porte pour rentrer. Et après, c'est des gamins, vraiment, dans la maison. Ils courent partout, ils montent les escaliers. T'as Jimmy qui se casse la gueule, qui commence à saigner de la bouche. Oui. Et t'as ce plan incroyable où il est au sol, la caméra est zénitale. Et donc caméra placée au-dessus de lui. Il a un gros sourire. Il a un énorme sourire, il est ultra heureux, mais en même temps il a du sang sur les dents parce qu'il s'est ouvert comme un con. Et c'est trop bien, c'est génial. Ouais. C'est beau, parce que cette maison, et puis même on le voit au début, cette maison en fait elle est délaissée par ses habitants. Ils en prennent pas vraiment soin et c'est un truc qui blesse Jimmy qui en fait vient à chaque fois que le couple de blancs n'est pas là, va faire des courses, tout ça. Il vient pour rafistoler un peu la maison alors qu'on lui demande rien, quoi. Mais il fait pas du mal à la maison, non. Il va refaire la peinture, il va couper dans le jardin, tout ça. Et là, on voit vraiment quand il arrive à prendre possession de la maison, comment il l'investit, comment il va vraiment tout retaper. C'est son projet. C'est magnifique en fait, c'est super beau. Mais il redonne vie à la maison. Et ça, j'adore en général, j'avais dit dans un épisode, je crois que c'est le genre de plan où t'as des gens derrière les barreaux, tu vois, ou derrière des grilles. On peut un peu voir des intentions de mise en scène, en tout cas c'est très marqué les intentions de mise en scène quand tu vois ce genre de plan. Et t'as le moment où Montgomery et Jimmy regardent la maison, t'as la caméra qui est vraiment dans le jardin, et ils sont derrière les barreaux, alors qu'ils sont dans San Francisco, ils sont pas encore dans la maison, tu vois. Ouais. Et c'est comme si vraiment ils étaient enfermés dans cette ville-là. Alors qu'il y a cette maison-là, c'est leur liberté. Et tu vois que dans la maison, c'est très volatile, la mise en scène. C'est vrai, ouais. Alors que pourtant, c'est un endroit bien plus clos. Mais ils se sentent beaucoup mieux dans cette maison. C'est vrai que la mise en scène, la façon de placer la caméra est beaucoup moins volatile. Dans San Francisco, beaucoup moins volant dans San Francisco, ouais. Parce que dans San Francisco, t'as aussi même le marquage un peu de la gamine au début, qui a une sorte d'imperfection. Avec ses dents, notamment. Et en face, dans un SMAT aussi, donc tu te dis... c'est un peu crasseux comme ambiance. C'est incroyable. Et voilà, c'est incroyable. Et moi je tenais surtout à le présenter ce film-là parce que du coup il n'a pas de DVD en France, il n'a pas de Blu-ray, il est passé sur Netflix 3 ans après et du coup il était paumé dans le catalogue et personne l'a vu, je pense. Ouais, il y a 3 pecnos qui l'ont regardé, les fans un peu. C'est le souci avec Netflix et c'est... je me souviens plus de son nom, mais c'est la réalisatrice qui est aussi un film à 24 d'ailleurs, qui a fait The Farewell. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est un truc du genre je sais plus. Moi, elle a un nom chinois parce qu'elle est chinoise. De base, américaine, mais origine chinoise. Lulu Wang. Ah oui, oui, c'est bien possible. Lulu Wang. Lulu Wang, ouais. Qui du coup a réalisé The Farewell et qui... il y avait une super discussion, ils font ça tous les ans avec les Oscars, ils réunissent les réalisateurs autour de la table. Ah oui, et c'est trop bien ça. Ouais. Et là, c'était du coup en 2019, si je ne m'abuse, il y avait Scorsese, il y avait Todd Phillips, il y avait Noah Baumbach, il y avait Lulu Wang du coup. Ouais. Et la réalisatrice de Frances, Greta Gerwig.
Et du coup, il y avait un consensus autour de la table que Netflix, c'était surtout parce qu'il y avait Scorsese. Je pense que tout le monde suçait un peu Scorsese. On peut pas leur en vouloir, c'est Scorsese. Mais autour de Netflix en disant ouais, c'est l'ouverture vers des réalisations qu'on n'aurait pas pu faire avec les moyens de production habituels, tout ça. Et il y a Lulu Wang qui est arrivé qui a dit bah ouais, mais moi tu vois mon film The Farewell, parce que du coup elle l'a fait avec A24, donc pas du tout Netflix, pas de production Netflix, pas de distribution Netflix, et elle a dit mon film, si je l'avais fait avec Netflix, déjà ça aurait été difficile parce que son film c'est un mélange entre un film américain et un film chinois, et elle aurait pas eu une bonne distribution du tout en fait. Elle se serait perdue enfin son film aurait été perdu dans le catalogue Netflix, elle aurait pas été reconnue, elle serait pas passée aux Oscars, alors que A24 on a chouchouté son film, l'a vraiment mis en avant, et ça a permis que derrière elle arrive aux Oscars à cette table-là. Après, à 24 aussi, on leur limite sur ça parce que Mm. leur stratégie, c'est de. Bah, de toute façon, ça devient la stratégie maintenant de la majorité des studios aux US. C'est de sortir le film dans très peu de salles, qui fasse Ouais. très grand bruit, et ensuite ils le sortent dans toutes les salles. Et c'est le problème d'ailleurs qu'a eu George Miller avec 3 millions d'attentes, c'est qu'ils ont fait le contraire. Ils ont sorti dans toutes les salles dès le début. Ouais. Et ça a fait un gros flop, quoi. Faut en fait maintenant aux États-Unis pour que ça fasse ses entrées, faut mettre la rareté, quoi. Ça Bah, marchait avec Terrifier 2. Ouais, c'est ça, faut créer un peu de bouche à oreille, il faut. Ouais. Et puis faut donner envie en fait d'aller voir le film. Et maintenant les bandes annonces ça suffit plus. Mhm. Tu regardes, enfin, les bandes annonces c'est quelque chose qui sont extrêmement critiquées et c'est totalement compréhensible. Enfin c'est pas top hein, les bandes annonces. Il y a beaucoup de défauts dans les bandes annonces. Mhm. Et surtout l'endroit où les bandes annonces sont le plus diffusées, bah, c'est au cinéma. Donc va amener des gens au cinéma en projetant les bandes annonces au cinéma. Enfin il y a un côté un peu un peu dommage. Mais ce qui marche aussi pas mal, c'est la promo à la télé. Mais bon, ça, en fait, le truc, c'est qu'on est en France. Et que quand il y a tel ou tel réalisateur qui va passer, par exemple, à Quotidien pour présenter son film, généralement, je dis bien généralement, c'est pas toujours vrai, mais c'est des réalisateurs français ou des acteurs français qui vont venir présenter des films français. Donc, je sais plus où je voulais aller avec ma pensée. Je me suis un peu perdu dans mon truc. Le mieux, en tout cas, le mieux, c'est le bouche à oreille, et notamment sur les réseaux sociaux. Parce Ouais. que tu vois que pour Terrifier 2, par exemple, c'est une masse de gens qui ont dit oh putain, je viens de voir Terrifier 2, c'était une dinguerie. Mm. Qui a amené ensuite beaucoup de gens en France à se dire ah bah non, j'ai envie de le voir en fait, c'est curieux quoi. Mais tellement que ça a fait. Nous, on l'a vu du premier plan parce on a vu Terrifier 1. Ouais. Et moi, j'ai vu derrière, il y a une chaîne YouTube que je suis pas mal. Et c'est un mec qui de base parle pas de ciné. Mais là, a fait une review de Terrifier 1 parce que tout le monde lui disait ouais, faut que tu vois Terrifier 2, c'est trop bien et Ouais. tout. Et le mec, il a dit attends, calmez-vous, j'ai déjà regardé le 1. Il a fait toute une review du 1. Et vu qu'on avait vu le 1, je suis allé voir ça. Et ça a donné aussi un coup de boost au premier, quoi. Enfin, Bah, le fait que le ouais. deuxième. Et ça a donné surtout un gros coup de boost à Terrifier 3. Ouais. Parce que du coup, il a récolté, je sais pas combien il est là encore à l'heure actuelle, mais il était à 10 millions quand j'ai vu il y a une semaine. Waouh. 10 millions pour un film à 250 000 balles quoi. C'est immense, c'est génial. Mhm. Mais ouais, du coup, si vous aimez bien les films d'horreur, faut préciser. Mais allez voir Terrifier 1 et puis allez voir Terrifier 2 quand il sortira au cinéma en décembre, il me semble. Ouais, bah il sort avant Noël pour nous. Ouais. Donc Voilà, bon, c'est on va parfait. payer ton Noël quoi. C'est le film de Noël, un clown tueur, Mhm. qui vient pas d'ailleurs. Mais en parlant de bande-annonce, par contre, en tout cas, si vous êtes curieux, matez la bande-annonce de The Last Black Man de San Francisco parce que c'est Ouais. l'une des plus belles que j'ai jamais vues. Perso, Ah, ça, c'est des fois, sûr. je me la remate juste parce que j'ai envie de la mater. Quoi. Je me dis, mais trop belle cette bande-annonce, notamment avec la reprise du coup de. Où je crois que la musique c'est We're a Flower Je sais plus du tout. in Your Hair. Mais c'est une musique qui parle de San Francisco. Bah, c'est If You Go Et, to San Francisco. Et moi, je trouve aussi, c'est super intéressant, je trouve, d'en parler, c'est la musique dans le film, du coup. Du coup, putain, j'ai plus son nom. Tu l'as le nom ou pas Émile Mosseri Mosseri, ouais. Émile Mosseri, Émile, je ouais. crois. Ouais, Mm. ça doit être ça. Et je me suis rendu compte en regardant ce film et en repensant au film A24 que j'ai pu voir il y a pas longtemps ou un peu plus longtemps, tout ça, que en plus d'une patte graphique, une sorte de charte graphique A24, il y a aussi une Charte une graphique charte- qui est quand même très volatile. Oui, bien sûr, mais c'est plus une ambiance et Ouais. il y a quand même un truc graphique. Quand tu regardes un film A24, tu te dis ouais, bon, il y en a certains moins que d'autres, hein, bien sûr, mais Mhm. il y a un truc où tu te dis, bon, a priori, c'est plutôt A24. Mais je trouve que dans les musiques, il y a un truc aussi qui réunit un peu les films. Je sais pas si c'est
Je sais pas, c'est un choix d'instrument, un choix de faire, mais c'est surtout un choix de faire maintenant que je le dis à voix haute, parce que je pense par exemple au film du grand papa de la musique actuelle du cinéma, Hans Zimmer. Hans Zimmer, il influence énormément de musique de film, mais sa façon de faire la musique, elle est très particulière, et tu verras jamais une musique à la Hans Zimmer dans un film à 24. C'est pas du tout l'ambiance qu'il cherche. Et même si des fois t'as des instruments, enfin des instrumentations plutôt, qui sont très différentes, je pense à Colin Stetson pour Hérédité, j'ai zappé le nom pour Uncut Gems, Daniel Lopatin. Daniel Lopatin pour Uncut Gems, ou là, Mosseri, merde. Émile Mosseri. Émile Mosseri pour Last Blast Man et San Francisco. Leurs musiques sont très différentes, enfin... On a, pour Hérédité, on a un truc de saxophoniste un peu expérimental, un peu fou. Pour Uncut Gems, on a un truc très synthétiseur, et là, on est dans quelque chose qui mélange le piano, l'orgue, les violons. Mais en même temps, on est sur une musique qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans des films, et qui ont une ambiance un peu similaire. Même si, bon, elles correspondent forcément à leur film, mais... Everything Everywhere at Once, Sun Looks. Ouais, Lui qui a une musique quand même très particulière aussi. Ouais, mais tu vois, il y a aussi cette vibe, je trouve, d'un truc, c'est pas des petites musiques, c'est pas ça que je dis, c'est pas des musiques de films indépendants, c'est vraiment des grandes musiques, des musiques qui envoient quelque chose, qui ont de la patate, mais ils arrivent vraiment à trouver des compositeurs qui ont des choses intéressantes à proposer. Parce que je pense que quand le réal va proposer son projet à 24, vu que de toute façon 24 c'est surtout une boîte qui achète le projet, je pense que le projet est déjà, le réalisateur a déjà en tête le musicien qu'il veut pour son projet. C'est possible, hein. Pour Daniel Lopatin pour Uncut Gems, quand tu regardes Uncut Gems, le style et tout, c'est une évidence, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est son style musical, c'est parfait pour le film, quoi. Et pareil, en soi, pour Émile Mosseri, j'ai pas vu d'autres trucs qu'il a fait, mais ça colle parfaitement au film, quoi. Je l'ai su, mais je ne sais plus. Malheureusement. Mais ouais, je trouve qu'il y a un truc avec la musique qui réunit aussi un peu les films à 24. Non, c'est vrai, ouais. Mais en tout cas, The Last Black Man, San Francisco est peut-être le film à 24, l'un des films à 24 les moins connus. Et pourtant, il est super qualitatif, hein, vraiment, c'est un film magnifique, vraiment, il fait un film parfait, hein, maintenant que j'y repense. Ouais. Je sais pas si j'ai un défaut à donner sur ce film. Non, j'en ai pas. Moi, j'en aurais pas, parce que moi, je l'ai vu il y a 2-3 ans, ce film-là. Ouais. Et ouais, il m'a vraiment marqué, surtout. Ouais. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que le film est introuvable, quoi, vraiment. Déjà, c'est ça qui m'a fait aller vers le film, quoi. Et ouais, je me dis, mais putain, comment tu peux faire une œuvre comme ça et te dire, mais elle est pas chez nous, cette œuvre-là. On dirait vraiment ce qui est arrivé, du coup, à Castaway on the Moon, quoi. Ouais, c'est carrément. une œuvre super, et nous, on l'a pas, cette œuvre-là, quoi. Mais là, c'est encore plus spécial, parce que Castaway on the Moon, à la limite, c'est une production coréenne. Qui est en plus, qui date un peu. Voilà. Là, c'est un film assez récent, c'est à 24, c'est production américaine, généralement, mais il y a des bonnes distributions, quand même. Ou quand on n'a pas une distribution d'un film à 24 en France, c'est qu'il est sur les plateformes, quoi. Mais là, rien. Donc ouais, allez le voir, absolument. Bah ouais, parce que bon, tout est beau dans ce film-là. Et c'est pas la naïveté du film, on voit un peu, c'est pas, comment dire, c'est ces personnages qui sont très dans le profit de la vie, au final. Et moi, ce qui, surtout, on n'en a pas parlé, mais il y a un acteur très connu dans le film. C'est le père de Montgomery. C'est Danny Glover. Oh, ok. Qui est un gros acteur et qui joue le père de Montgomery, et pas le père de Jimmy par contre, mais le père de Jimmy j'ai déjà vu quelque part aussi. Mais c'est ça qui est assez marrant, c'est que t'es un très grand acteur dans une très petite maison, du coup dans la maison de Montgomery. C'est vrai, ouais. Et Jimmy Vale, du coup, il n'a pas un père aussi connu, mais ils ont casté très bizarrement Danny Glover dedans, je trouve. C'est vrai, ouais. Après, il est super dans son rôle, il est super touchant. Ouais. Et c'est marrant que son père, d'ailleurs, c'est marrant et triste, en fait, que tu te dis que son père est aveugle et que son gosse fait des dessins magnifiques de trucs qu'il reproduit. Putain, oui. Il y a un truc aussi qui est incroyable, c'est le rapport au cinéma, je trouve qu'il y a dans le film, c'est le petit rapport au cinéma. C'est il regarde des films à la télé. On voit jamais d'ailleurs les films qu'il regarde. On entend que les répliques, mais on ne voit jamais les films qu'il regarde, comme son père en fait, comme tu les vois pas. Et lui, Montgomery, du coup, décrit les scènes. Il fait de l'audio-description. Ouais, il s'allume une cigarette dans son bureau et il commence à rigoler. C'est génial. C'est génial. Et il y a un truc aussi qui est incroyable avec ça, c'est que même si bon en vrai j'ai du mal à l'interpréter connaissant bien la fin du film, mais au début Jimmy il est à côté du canapé, il est assis à côté. Ouais. Et à la fin quand il revient, il est assis sur le canapé aussi.
Donc ouais, je sais pas, il y a un truc. Mais... mais bordel, le film est beau, le film est plaisant. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est intelligent dans sa réalisation, parce que souvent, un plan qu'on va voir dans le film, on le reverra plus tard, avec des nouveaux éléments dedans. Le plan de l'arrêt de bus, notamment, des trucs Le comme plan ça. de l'arrêt de bus, Ouais. le plan du mec qui dessine, qui est devant la maison. Tu sais, il est assis sur la rue, et il a son calepin devant lui, et il dessine la maison. Il revient souvent, ce plan. Le plan de quand il regarde un film à la télé. Le plan de l'escalier devant la maison, quand il monte l'escalier pour aller voir dans la fenêtre de la maison, le plan de la fenêtre de la maison. Enfin, il y en a plein comme ça, il réutilise énormément. Et c'est super intelligent parce qu'à chaque fois, quand il revient sur un plan, l'histoire, c'est plus la même, quoi. Mais tu l'as compris comment, toi, à la fin, je me dis, parce que... Est-ce que tu l'as compris comme une échappatoire, à la fin, du coup? Je sais pas si c'est vraiment une échappatoire ou si c'est un nouveau chapitre. En tout cas, c'est clairement pas une échappatoire pour moi, parce que c'est une baie, San Francisco, et que peu importe où il va sur ce lac, il partira jamais de San Francisco. C'est vrai. Parce que, au final, il va pas aller dans l'océan, tu vois, il va pas prendre sa barque pour aller sur l'océan. Et moi, je me suis même posé la question parce qu'il y a tout le délire de l'eau polluée. Donc pourquoi est-ce qu'il va sur l'eau polluée? En quoi c'est une victoire d'aller sur l'eau polluée? En quoi c'est une liberté, tu vois? Je pense que sais ce pas. truc-là, c'est en vrai, c'est plus un moment comme du coup Montgomery, lui, il vivait sa vie, mais pas en fonction de, si tu veux, d'un rêve, d'un truc, d'une illusion. En mode, ah, c'est mon grand-père qui a fait tel truc. Lui, il a vécu dans sa petite baraque et il est resté les pieds sur terre, on va dire. Alors que Jimmy, lui, c'est plus différent, tu vois, il a vécu sur ces rêves-là. Et pendant que Montgomery reste sur le ponton, lui, il va sur la mer, tu vois, il s'évade un peu. Ouais. Mais au final, il s'évade pour rien. Enfin, c'est pas une évasion le truc, puisque tu restes dans San Francisco. C'est un peu plus une image qu'autre chose. Ouais, pour moi, c'est ça. Et puis en regardant le Golden Gate aussi, enfin, en ayant ce plan-là, c'est le symbole, c'est le plus gros symbole de San Francisco, le Golden Gate. Donc bon, je la prends pas comme une échappatoire vraiment, mais ouais, plus un truc, un nouveau chapitre. Au final, ouais, on sait pas vraiment s'il quitte San Francisco ou pas, mais même avec la réplique disant on peut pas dire qu'on déteste San Francisco si on l'a pas aimé. Donc il aime San Francisco, puisqu'il la déteste. Mais il a aimé en tout cas. Ouais. Et le fait, non, tu disais du coup à la fin il est sur le canapé avec eux. Ouais. Mais c'est pour moi justement, c'est qu'il s'est rendu compte en fait que plus l'illusion de sa maison, il a surtout un pote. C'est ça conclut au final sa bromance où il se rend compte justement qu'il est très bien dans cette maison-là. Il a pas besoin justement d'une maison très ouf. Il y a même un dialogue à un moment du ver aveugle qui dit oh, je l'entends parler de taxes, il veut payer plus, il y a pas de souci tout ça. Et puis il y a l'autre qui dit mais il paye déjà la moitié. Il dit ouais mais pas si il peut payer plus. Ouais, c'est super comme film. Et j'adore le placement des personnages aussi quand il filme. Genre en général, quand il a une caméra fixe. Parce que t'as une scène à un moment où ils sont sous une verrière, enfin un truc un peu dehors, mais pas un peu dedans. Ouais. Et t'as Danny Glover qui est assis. Tu vas avoir Montgomery très au fond et Jimmy assis par terre. T'as ce plan-là qui est dans la bande-annonce. Et je trouve qu'il y a un placement très précis des personnages à ce moment-là. Ouais. Et justement, quand t'as des persos immobiles, même à l'arrêt de bus, des trucs comme ça, t'as l'impression que vraiment c'est... Oui, c'est vrai qu'il y a le truc de l'arrêt de bus, j'avais zappé. Et j'adore d'ailleurs ce plan de l'arrêt de bus qui revient 2 fois et où dans les 2 plans ils font mais il passe quand ce bus? Oui, c'est vrai qu'il y a un truc un peu bizarre. Ouais. Mais surtout le mec... C'est vrai que je l'ai un peu zappé ce gars-là, mais le mec à poil dans l'arrêt de bus. Au tout début. Il est pas à poil. Ah putain, si, il y a 2 mecs à poil dans le film. Enfin, il y en a un qui veut se mettre à poil. Oui, au tout début, et il y a le mec à poil de l'arrêt de bus. Ouais, mais le mec à poil qui est super bizarre parce qu'il a son chapeau et il est super respectueux. Enfin, Et t'as les touristes qui le regardent et puis ils font quoi? Ils fucks. Ils disent ouais, ils baisent ensemble. Ils baisent ensemble. En gros, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais t'as super bizarre. Mais moi je trouve qu'il y a un délire très en tout cas pas les 2 œuvres ne se ressemblent pas, mais ça c'est le genre d'histoire que tu peux retrouver dans Twin Peaks ou dans les œuvres de Lynch. C'est il va y avoir un truc, en fait c'est le côté un peu mystique de San Francisco où tu vas trouver des trucs et où tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là, genre le mec au début ils sont sur leur skate et puis t'as un mec qui vient se foutre genre emmène-moi et ça se fout à poil, donc bon. Ouais, c'est des histoires comme ça qui... Peut-être que c'est un délire aussi, comment ça se fout en poil. Il y a l'eau juste avant, on a une interprétation un peu de l'eau et tout ça. Est-ce que c'est emmène-moi, enfin juste en fait dans le vrai San Francisco, des trucs comme ça, tu vois.
Peut-être. Enfin, il y aurait beaucoup de trucs à dire, beaucoup d'interprétations à faire là-dessus, mais au final, moi je pense qu'il faut prendre plus le film comme une sorte de truc un peu rêvé et tout. Ouais, il y a un côté un peu rêvé. Même si le film, pour le coup, est pas si onirique que ça. Non, il est très terre à terre. Ouais, du moins dans sa réalisation, mais c'est vrai qu'il a des côtés très... Il a un truc, moi il y a un plan surtout qui me marque à chaque fois, c'est la gamine dans le square là, qui prend la caméra, qui la jette. Ah, et puis, qui la jette, ouais. Et ce plan, putain, comme mouvement, bon, je me dis, ils ont fait un cut à un moment, tu vois, au moment où elle prend la caméra, elle le jette. Sûrement. Mais il y a quand même un truc, enfin la caméra, elle fait quand même un putain d'arc. Et puis Et il y a le gamin qui se prend la caméra dans la tête. Ouais. Il y a vraiment des plans très bizarres dans le film. Ça, des fois, ça justement, ça essaye. Et il y a ça, moi, c'est ce que je reproche à Causeway qu'on a vu récemment. C'est que le film est. Tu sais, Causeway, le film que t'as déjà oublié, tu t'es endormi devant. Ah Avec oui, Jennifer Lawrence. oui, ouais. Bah, ce film-là tente pas. Je trouve que Causeway tente pas. Il prend il est bien formalisé le truc, c'est tout quoi. Mais The Black Man in San Francisco, il va dans des trucs, des fois, même les ralentis, on en parlait, tu vois, le ralenti de début, mais c'est beau quoi. Et ça tente des trucs justement, ça tente de partir un peu ailleurs que dans le mélodrame classique. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un film qui est très complet aussi. Je pense à un moment où sur la rue, ils sont en skateboard tous les deux, et où derrière, tu vois plein de trucs qui se Tu vois passent. des gens en train de prendre des photos avec des gens en train de danser. Ils sont surtout, ils sont en train de filmer un clip de rap en fait. T'as un mec avec une caméra et puis derrière t'as une belle voiture avec deux meufs et un mec au milieu et il y a une musique de rap. En fait il y a un clip de rap qui est en train de se tourner juste derrière. C'est génial. Ah tu vois, en fait c'est pour ça que je trouve que c'est le film qui filme le mieux San Francisco, vu que en fait c'est le film peut-être qui filme le mieux une ville et la vie qu'il y a dans cette ville là. Ouais. Ah ouais, carrément. Faut lui demander de faire la promo de la ville en fait quoi. À l'autre. Ah mais carrément, ouais, ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil à San Francisco ce film. Bah y'a Xolot qui avait fait, le youtubeur qui avait fait une étrange escale à San Francisco. Ah ouais? Ouais. Ils sont trop bien les étranges escales. Bah y en a plein, il y a énormément d'artistes qui ont fait des trucs à San Francisco et ça donne une ville très bizarre quoi. Faudra y aller. Pour faire du skateboard. Ouais, pour faire du cinéma. Peut-être. Du cinéma en skateboard. Et ouais, bah moi c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas sur The Last Black Man San Francisco. Bah moi aussi, à part aller le voir. Il faut le voir. C'est voilà, faites-le connaître comme ça, peut-être un jour il aura un Blu-ray en France. Non, en attendant, si vous voulez un Blu-ray, bah il y a 24 Shop quoi. Et l'édition par contre est magnifique. Ah, bon, peu importe le Blu-ray qu'on aura en France, il sera jamais aussi stylé que l'édition chez 24, vu que c'est un truc en tissu et tout. Avec le bouquin du coup de Montgomery, ses dessins et tout. Oh là là. Et mais bon, ça coûte cher 24 Shop quoi. Ouais, bah surtout en frais de port. Ouais. Mais bon, quand on veut des beaux objets, faut assumer. Bah ouais. Mais ouais, bah voilà. Tu n'as rien à rajouter? Non. Et ben, merci Étienne. Bah de rien. Et du coup, on se retrouve pour la semaine prochaine. Ouais. Et ça sera du coup l'épisode 30, donc... Petit thème surprise. Petit thème surprise. Comme à notre habitude, toutes les dizaines, on fait un petit thème surprise. Mais on aura quand même les films d'actu et on a des sacrées actus la semaine prochaine du coup. Il n'y a que la thématique qui change. On aura toujours les actualités, des belles actus en plus. Mais si on peut teaser déjà la semaine prochaine, il y a Saint-Omer de Alice Diop. Il y a Jafar Panahi et Panahi avec Aucun ours. Ouais, et il y en avait un autre. Il y a Les Miens de Rush Dizem. Oui. Qu'on a déjà vu. Et Bones and All. C'est à ça que je pensais. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on en a pas parlé dans la partie actu, mais Bones and All, le prochain film de Luca Guadagnino, du coup, sort la semaine prochaine. Et allez voir la bande-annonce parce que elle me fascine. Le film qui, je pense, en vrai, va avoir un bon box-office, juste pas son casting. Avant, Romance Horror, le seul truc que je connais qui a été fait sur ça, quand j'ai vu en tout cas, c'est The Ending of the Fucking World. Ouais, dont j'ai le script. Ouais, et en vrai, la série cool. Mais Netflix, il y a des trucs qui me satisfait pas trop. Et là, je me dis Bones and All, parce que Luca Guadagnino, c'est quand même un mec qui a une mise en scène très particulière, quoi. Et toi, t'as toujours pas vu le Suspiria remake? Non, toujours pas. Très mais faut voir la bande-annonce. Je sais pas si tu l'avais déjà vu, la bande-annonce du Suspiria. Je crois que je l'ai vu, ouais, si. Et elle est très très étrange. Bah, je sais qu'il y a tout le monde qui crachait sur le projet, tu vois, ouais, avant qu'il y ait la bande-annonce. Vrai, et quand ils ont eu la bande-annonce, les gens ils se sont dit ah ouais non quand même c'est stylé, ça a l'air bien différent quoi. Ouais. Et en même temps, si tu fais un remake de Suspiria, tu peux pas faire la même chose. Ah, c'est bah, pas possible. Mais ouais, relever l'impossible, hein, vraiment, de faire un remake de Suspiria et que ce soit bien. C'est... Ouais, Luca Guadagnino a réussi. Ouais. Enfin pour moi, même si le film divise, hein, après y en a, je sais que Mr Bobbin, la chaîne, trouve que c'est une grosse merde. Donc bon, en vrai, soit c'est une grosse merde, soit c'est un chef-d'œuvre le film, hein, vraiment.
Et bah voilà. Mm. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 30, épisode surprise. Et bah bisous. Salut!